C'est totalement organisé. Arthur Lenoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez ou vous écoutez Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Ce soir, Arthur Lenoir, qui est quand même passablement énervé par nos débordements alors que nous n'avons même pas commencé, filme et répond à vos commentaires en direct. N'hésitez pas, il est en pleine forme. Zélie d'Allemagne et moi-même recevons ce soir, bonsoir à vous Zélie, Marina Hans et ses camarades Thierry Ancis et Éric Genovese. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Merci de votre présence sur ce plateau. Ensemble, nous allons parler de Luigi Pirandello et de la pièce Les Géants de la Montagne, dont la version en théâtre à la table que vous avez dirigée, Marina Hans, sera diffusée le lundi 26 juin sur les médias de la Comédie Française. C'est le dernier opus de la programmation numérique de cette saison, avant une pause estivale et une reprise, je crois, dès le 9 septembre. Alors Marina Hans, il y a 2 ans, un peu plus peut-être, alors que les salles de spectacle étaient fermées, que la Comédie Française était fermée et que dans la continuité de sa web télé, la Comédie Française proposait au public une forme hybride qui était cette forme de théâtre à la table. Vous aviez déjà fait le choix de Pirandello pour diriger donc une distribution que vous aviez choisie. Il s'agissait de 6 personnages en quête d'auteur. Thierry Ancis, vous faisiez déjà partie de l'histoire. Oui, je jouais le père. Vous jouiez le père. Une pièce que vous allez monter la saison prochaine au Vieux-Colombier sur le plateau devant un public. Avec Thierry aussi. Avec Thierry. Dans le rôle. Bah voilà. Écoutez, on recycle, c'est très bien. Donc vous connaissez Marina Hans, vous pratiquez l'œuvre de Pirandello, vous l'aimez de toute évidence. Parlez-nous de cet écrivain, de ce poète, je ne saurais comment le qualifier, ce dramaturge italien, prix Nobel de littérature en 1934, ou peut-être plus facilement, parlez-nous de votre lien à lui. Alors déjà, juste pour parler de la web télé et des théâtres à la table et du rapport à Pirandello, quand on était, moi je suis donc rentrée en 2020 dans la troupe, en avril 2020, donc on était tous confinés. Donc j'ai commencé à découvrir tous les camarades que je ne connaissais pas, parce qu'il y en avait certains que je connaissais d'il y a 15 ans, à travers la web télé. Donc je suis devenue d'abord spectatrice de la web télé. Et il m'a beaucoup plu, beaucoup amusé et tout ça. Voilà, ça a commencé comme ça. C'était une manière de résister, je trouvais. Et pendant cette période, j'ai pensé à cet auteur. Parce qu'en fait, dans sa manière d'aborder le travail de création, il part toujours d'un postulat de crise. D'une sorte de presque d'apocalypse pour les créateurs, que ce soit pour les auteurs, les metteurs en scène, les régisseurs, les acteurs. Ça démarre toujours dans une sensation presque de mort, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la crainte de la mort de la culture, de la mort de ces métiers-là, de la poésie, du théâtre. Et donc après, c'est évoqué de manière parfois très comique, très grotesque, très drôle, et puis souvent aussi très mélancolique. Et donc, parce que de temps en temps, Éric demandait, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous pensez, il y a une chose à laquelle vous pensez, est-ce qu'il y a un auteur Moi, je m'étais replongée dans Pirandello à ce moment-là, et j'avais l'impression de vivre, en fait, dans une pièce de Pirandello, parce que les moments où on a pu réintégrer les murs, moi, je me suis retrouvée avec Serge Bagdasarian à commencer les répétitions de mes Quelle Comédie, de notre cabaret, pour la réouverture des salles. Donc, on était dans un théâtre fantôme, sans savoir quand ça allait rouvrir. Il y avait beaucoup de gens en souffrance aussi. Et puis, nous, on avait décidé de faire une comédie musicale. Donc, on répétait les danses, les chants, masqués. Enfin, tout ça était fou. Mais il y avait dans cette énergie presque vaine une poésie et une vitalité, en fait, qui me touche énormément et qui est très, très présente dans ces questionnements, justement, à lui. Pirandello, vous le rencontrez à quel moment? Enfin, Ben, je le rencontre quand j'étais au conservatoire, en 3e année. Et Marcel Bozonnet fait venir Patrice Chéreau et Klaus Michael Gruber pour les ateliers de 3e année.
Deux superstars. Ouais, deux superstars. Donc, on savait pas qui allait être avec qui, mais enfin, tout le monde était quand même très content. Et moi, je suis arrivée dans le groupe de Gruber. Alors, je connaissais bien le travail de Patrice Chéreau, mais Gruber, pour moi, c'était plus une icône, mais je connaissais pas ses mises en scène, je connaissais pas son travail. J'en avais beaucoup entendu parler parce qu'il y a énormément d'acteurs, d'actrices qui en parlent et tout, mais moi, je n'avais jamais rien vu. Et donc, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et on apprend que c'est donc Les Géants de la Montagne de Pirandello. Et on reçoit une version de la pièce. Et bon, on était en 3e année, donc normalement, ce qu'on appelle les journées du 1, c'est le moment où on va se présenter au public et aux professionnels pour la première fois. Donc, c'est vraiment dans l'idée qu'on va être engagé derrière. Donc, en général, c'est vraiment... chacun a un rôle à peu près égal pour pouvoir déployer l'immensité de son talent. Et on reçoit la brochure et là on voit il y a un rôle féminin principal qui est donc la comtesse, et puis sinon ce sont des beaucoup plus petits rôles, et puis on nous dit, et le rôle de Cotron le magicien que lit Thierry, ça va être Michel Piccoli. Donc il y a une espèce d'énergie bizarre, quoi. C'est-à-dire à la fois d'être hyper heureux de rencontrer Klaus Michael Gruber et Michel Piccoli, et en même temps de se dire, mais moi, comment je vais faire ma scène. Quelle scène je vais... ma carrière. Moi, ma carrière, mes débuts. Jeune gens de 20 ans, quoi. Non, mais c'est vrai, on était vraiment, c'était il y a 25 ans. Et alors, par respect, personne ne faisait de commentaires sur les questions. On était tous en train de se dire qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Mais il y avait cette inquiétude. Et puis, Klaus est arrivé le premier jour. Et en fait, il a fait éteindre les lumières. Il nous a demandé d'aller chercher des lampes de poche. Et donc, tout de suite, on a été plongé dans une atmosphère et on a commencé à lire comme ça. Et on a tous fait, en fait, notre première expérience de travail professionnel, en fait. C'est-à-dire de travail avec un grand artiste. Et la question ne s'est plus jamais posée de moi, tant le processus, tant la rencontre avec cet auteur, cet acteur qui était Piccoli et ce metteur en scène Gruber était finalement la chose qu'on aurait envie de faire toute notre vie. C'était de rencontrer ces gens-là et de raconter une histoire ensemble. Et cette atmosphère-là, je me suis dit, c'est bien, maintenant ça fait 25 ans, de se rappeler que le travail artistique, c'est quelque chose qui se passe en immersion avec un groupe, et c'est ce qu'on trouve ici tout le temps. Mais c'est à la fois d'une richesse folle et bizarrement assez apaisant de ne plus être seul dans une sorte de solitude à devoir s'offrir au monde pour être aimé, quoi. Ne plus être seul parce que vous faites partie d'une troupe. Ouais. Et là, on était au conservatoire, évidemment. On faisait partie du conservatoire, mais enfin, on est d'accord que dans une école, on a envie d'être remarqué. Et puis voilà, puis on ne sait pas qui va travailler après et tout. On ne sait pas, c'est un faux groupe, le conservatoire. Vous êtes d'accord? Pour moi, ça a été. Moi, je l'ai fait, mais j'ai eu aussi des aventures un peu de groupe aussi au conservatoire. Mais je crois que c'est les plus belles, c'est celles dont on se souvient. Parce que c'était les débuts de Stanislas Nordet. On a monté un spectacle, donc aussi c'était déjà un mouvement comme ça. En revanche, j'étais pas au conservatoire, j'étais au cours Florent, mais quand je n'avais qu'une idée, c'était rentrer à la Comédie Française. C'était une espèce d'obsession qui me venait de ma belgitude profonde. Parce que j'avais entendu parler de la Comédie Française, donc je voulais rentrer à la Comédie Française, puis les copains du Florent me disaient, mais enfin, c'est que tu vas faire une troupe, c'est un gars, je m'en fous. Mais si je voulais pas avoir de photos, je voulais pas avoir de book, je voulais pas faire de cinéma, je voulais rentrer à la Comédie Française pour m'immerger. Dans une troupe? Je sentais qu'il fallait que je m'immerge dans une troupe, qui ait des rôles ou pas à 23 ans, même pas à 21 22 ans, ça ne m'intéressait pas. Je voulais rencontrer des gens, je voulais rencontrer des auteurs, je voulais rencontrer des metteurs en scène, je voulais rencontrer une troupe et m'immerger dans un travail de troupe. Pirandello, c'est un auteur qui a beaucoup évoqué le théâtre. Ouais. Est-ce que il y a, en tout cas peut-être parlons des Géants de la Montagne, mais vous connaissez ces personnages en quête d'auteur, est-ce qu'il y a dans cette œuvre des messages subliminaux aux artistes? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est finalement c'est une œuvre qui s'adresse autant aux acteurs
ou aux artistes qu'aux spectateurs? Il n'y a que ça, oui. Ouais, mais c'est même pas subliminal. Est-ce qu'il y a des choses que nous ne pouvons détecter et que vous entendez? Il y a des choses que nous entendons et que nous essayons de vous faire détecter, mais en même temps, vous détectez, trop subtil, vous détectez ces choses-là, mais sans avoir nécessairement notre prisme. Simplement, voilà. Mais est-ce qu'il y a un double dialogue? Est-ce qu'il y a un dialogue intime entre vous et lui? C'est-à-dire que les artistes, pardon. Il y a une chose qui est commune à tous, c'est vraiment le rapport à la beauté, je crois, c'est-à-dire à la poésie. Qui est commune à tous les artistes. Non, qui est commune à l'humanité. Ouais. C'est-à-dire, c'est un espace dans lequel ces gens vont se poser la question d'améliorer leurs conditions. Et si donc pour expliquer, il y a vraiment la petite compagnie de la Comtesse. Ça, c'est pour les géants de la montagne. Ça, c'est pour les géants de la montagne. De quoi ça parle, les géants de la montagne? Donc, c'est la petite compagnie de la Comtesse qui arrive après un échec cuisant. Donc, ils sont plus très nombreux. Ils ont plus d'argent, ils ont plus rien. Et ils ont une œuvre brûlante pour tout un tas de raisons intimes qu'ils veulent continuer à faire jouer. On leur a conseillé d'aller voir un homme qui s'appelle Cotron, qui vit dans une villa, on ne sait pas très bien où, reclus avec quelques assistants. et c'est leur dernier espoir, en fait, de faire vivre cette œuvre et de, eux, continuer à vivre dans le poème, dans ce poème qui est leur raison d'être, en fait. Et puis, ils vont rencontrer cet homme qui va leur raconter qu'il comprend très bien l'état dans lequel ils sont, mais que c'est plus simple qu'on ne le croit de s'émerveiller. Et que finalement, c'est à portée de main. Et ça, je pense aussi une chose, là où je vois une chose plus large que quelque chose qui s'adresserait essentiellement à des artistes, c'est la pièce qu'il a écrite juste avant sa mort, qui est donc une pièce inachevée. Il est mort d'une pneumonie. Et je pense que c'est la pièce dans laquelle il est le plus clair par rapport à une sorte de quête de tolérance absolue, de sensibilité absolue, de cet espace, la villa, où les gens auraient le droit d'être totalement eux-mêmes, auraient le droit de laisser vivre leur imaginaire, d'aimer leur drame, un peu comme quand on se rappelle avec le temps des choses très très douloureuses, et tout d'un coup ça a une saveur un peu aussi, ça fait partie de notre vie, et ça a une lumière. On n'est pas dans la douleur, mais le souvenir de la douleur, ça a une lumière de la vie qui s'écoule et finalement qui fait partie de nous. Mais c'est comme s'il créait cet espace où il disait à ces jeunes gens, où ces gens, peu importe où ils en sont dans leur vie, voilà un endroit où on va s'émerveiller ensemble et on va aimer, on va s'aimer, on va aimer la vie qu'on a, même si le monde extérieur, qui est un peu représenté par ces fameux géants, dont on ne saura jamais qui ils sont, même si ce monde extérieur est de plus en plus brutal, de plus en plus violent, accepte de moins en moins la poésie comme une nécessité dans la vie, quoi. Du point de vue de vos personnages, ou de votre point de vue à vous, c'est votre analyse de la pièce, en tout cas vous jouez le comte, oui, qui a tout perdu, oui, par amour de la poésie et par amour tout court, voilà. Mais qui a perdu, qui le dit, tout son patrimoine, etc. Mais pour que la beauté existe. Et il y a une deuxième histoire avec cette histoire entre le comte et la comtesse, quand même. Si elle ne peut pas exister, alors ce qu'il dit, alors l'humiliation qu'ils ont vécue, elle est intolérable. Elle n'est tolérable que si l'œuvre peut vivre et si sa femme peut jouer. Et ça, c'est magnifique parce qu'on sent qu'il y a... lui, on a considéré, nous, que c'était un peu... Parce que lui n'est pas comédien. Non, il subventionne, voilà, et il accompagne le projet. C'est comme un mécène, on s'est dit, en quelque sorte. Ce serait comme un mécène, mais quelqu'un qui aime, qui profondément n'a pas forcément accès, mais qui est totalement fasciné par ça, et qui est très réceptif à tout ce que raconte Cotron.
Le magicien. Oui, le magicien, parce que... Et puis, il y a cette histoire d'amour avec sa femme, donc la comtesse, qui, elle, est une actrice. Il y a une grande inquiétude sans arrêt parce que une certaine méconnaissance profonde du mécanisme de comment c'est fait une actrice, de quoi c'est fait, et comment elle... L'inquiétude, c'est qu'elle s'éloigne. C'est qu'elle s'éloigne, et donc quand elle commence, à jouer, en plus, c'est aussi cette pièce a été écrite sur fond d'une histoire intime. Et donc, avec c'est toujours ce lien entre Martin la réalité, Abat, c'est ça, l'amour impossible, sa muse. Oui. Par un auteur qu'il aimait et avec qui elle a joué le jeu de lui faire croire, en tout cas, qu'elle l'aimait. Est-ce qu'elle l'a aimé, est-ce qu'elle ne l'a pas aimé? En tout cas, cet amour n'a pas été consommé, c'est ce qu'elle dit. Mais quand bien même il l'aurait été, je pense qu'il l'aurait accepté. Il lui écrit « Je crois vraiment que je suis en train de composer avec une ferveur et une anxiété que je ne réussis pas à t'exprimer mon chef-d'œuvre avec ces géants de la montagne. Mon art n'a jamais été aussi plein, aussi varié et imprévu. C'est vraiment une fête pour l'esprit et pour les yeux. » Modestie, mais il est en train de mourir, il est à la fin de sa vie. Et il y a chez ce conte aussi, on a pensé beaucoup... Alors, il y a beaucoup, mais dans tous les personnages, il y a de Pirandello, pour le coup, vraiment lui, quoi. Et en l'occurrence, l'inquiétude aussi par rapport à cette femme. Pirandello a son premier mariage était avec une femme qui est devenue folle et qu'il a toujours refusé d'interner jusqu'au moment où vraiment ça a été... Il s'en est occupé pendant 17 ans. Femme qui était paranoïaque. Oui, pendant 17 ans. Et il y a de ça dans le rapport entre le comte et la comtesse, évidemment. Dans ce soin, ce souci permanent de cette femme. Mais ce rapport entre la réalité, il questionne ça dans toutes ses pièces, quasiment. Mais ce rapport, cette espèce de cheville entre la réalité et une forme de fiction ou de presque fantastique, c'est votre personnage qui le prend en charge. Oui, après ça c'est la vision analytique. C'est la vision qu'on pourrait dire, voilà, c'est la vision analytique. L'autre vision, c'est effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement métaphorique dans... Moi, j'y vois exactement ce dont tu parles dans tout d'un coup, vous êtes tous les personnages de la compagnie de la comtesse au conservatoire, et puis Gruber arrive et leur dit on va faire autre chose. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des acteurs qui sont dans un principe actoral, mais avec des réflexes très inscrits. Et tout d'un coup, tu as Cotron qui leur dit non, on va parler du subconscient, on va parler de l'inconscient, on va aller dans les rêves, on va aller dans les fantômes, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin que là où vous n'êtes jamais allé. Ce qui est en fait notre travail. Enfin, c'est-à-dire que on n'est pas du tout... moi, je sais que j'axe tout mon travail sur me dépouiller de toute cette nécessité de vouloir plaire, de vouloir être performant, être bien. Évidemment qu'on est toujours tenté, on est des acteurs. Des gens, vous êtes des gens. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai eu plusieurs révélations très très violentes au long de ma carrière, je veux dire, où tout d'un coup je me suis rendu compte que réellement, mais c'est pas du flan, que réellement ce que les gens retiennent, c'est ce qui passe à travers votre inconscient à vous ou votre subconscient à vous, et qui va toucher leur inconscient à eux beaucoup plus que l'aspect représentationnel qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils voient une chose, mais ils sont touchés vraiment derrière par autre chose. Ça, et vous faites quelque chose, mais c'est peut-être ce qu'il y a inconsciemment. C'est exactement ce qu'on véhicule. Qui va les toucher. C'est un dialogue. C'est exactement ce qu'on véhicule. C'est exactement ce qu'on a dans la tête qu'ils entendent. C'est pas du tout ce qu'on dit. Le spectateur n'entend pas inconsciemment, et son inconscient, il est complètement ouvert. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Et le spectateur, il entend complètement ce qu'on a dans la tête et pas ce qu'on dit. C'est-à-dire, si un acteur fait une déclaration d'amour à une femme, en pensant que moi je me fait chier, qu'est-ce qu'elle est, le spectateur va dire oh vous êtes super, votre scène d'amour elle est super, mais inconsciemment il va être sali quelque part, vraiment. Ça je le sais. Et c'est là où le métier d'acteur devient extrêmement fabuleux. Et c'est exactement cette description qu'il y a
dans le travail sur le fantôme, le dédoublement, le corps, l'âme, enfin, comme quand Monet Sully, quand on lui demandait, il dit, nous, on est... Enfin, l'expression qu'il avait pour parler de son art, moi je ressens ça chez Cotram, si on est, en fait, quand on est en scène complètement ouvert, en fait, on tisse un fil avec Dieu, ou avec le ciel, ou avec la mystique, avec ce qu'on veut, et tout d'un coup, ce fil passe à travers nous, et on envoie le fil dans l'inconscient des spectateurs. C'est pas d'aujourd'hui que ça date, cette analyse-là. Et il accrochait l'inconscient et l'esprit des gens avec le fil de Dieu. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais que ce métier est un art sacré quand même, à l'origine. C'est pas du tout un art de représentation. Au départ, c'est un art sacré, un art religieux, profondément religieux. Là, c'est une espèce de métamorphose du sacré. Divin, du sacré. Le théâtre qui s'est vulgarisé, mais à l'origine, c'est ça. Et on retrouve ça dans les grands auteurs, les grands poètes, et cette recherche de la beauté là. Et c'est une recherche, effectivement, c'est une recherche que tout le monde, qui que ce soit sur la Terre, cherche inconsciemment. À accéder à quelque chose de plus haut. À quelque chose de beau, à accéder à la poésie. Tout le monde va s'émerveiller. Aussi brut soyez-vous, aussi brutal, aussi inculte, aussi un coucher de soleil, un enfant qui joue, quelque chose se passe, nécessairement, quelque chose se passe. Après, les réflexes font que l'enfant, on va le pousser, le soleil, on va faire mais il y aura eu un instant, voilà, et c'est cette recherche-là qui est fondamentale, dont Marine a parlé, et qu'on trouve effectivement dans la pièce. Et que vous êtes allé explorer, ça fait partie des choses que vous vous êtes dites avant de commencer? Oui, bien sûr. Puis surtout, je me disais... Il y a une entente tacite. C'était très important pour moi qu'il y ait une trace de ce travail, parce que c'était il y a 25 ans, que donc il y avait une VHS, mais j'en avais plus. Revenons, parce que la forme est quand même intéressante. Ce travail que vous faites sur cette pièce de Pirandello, il a pour origine ce travail que vous avez fait avec Klaus Gruber au conservatoire, voilà, et donc, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il a commandé une traduction, Bernard Potra, qui était inédite. Donc je savais pas comment la retrouver, donc je suis passée par le conservatoire. Ils ont retrouvé la traduction, mais il n'y avait pas l'adaptation, les coupes de Klaus. Donc il y avait un texte hyper foisonnant, et je me disais, je voudrais juste qu'il y ait un objet qui rende compte de ce dialogue entre Michel Piccoli, Klaus Michael Gruber, Luigi Pirandello, cette forme, qu'elle existe aujourd'hui. Et que vous avez expérimenté en tant que jeune comédienne. Voilà, que j'ai expérimenté comme jeune comédienne, qui m'est restée gravée dans la mémoire depuis 25 ans, et j'avais envie de la traverser, mais après avec les gens qui avaient envie de le faire avec moi, et de la faire revivre, évidemment pas du tout comme la mise en scène. D'abord, c'est pas une mise en scène, c'est un film en fait, enfin c'est une réalisation plus. Et puis c'est à travers la lecture et tout ça, mais qu'en tout cas, ce texte tel que je l'avais découvert et tel qu'il m'avait frappé, et aussi à travers le regard de Gruber, qu'il existe aujourd'hui, parce que je me disais, on a besoin d'œuvres, j'ai l'impression, qui se battent pour la poésie et pas simplement pour le combat, pour la théorie, pour le discours, mais qui se battent aussi pour l'œuvre en tant que telle. Parce que la version de Gruber, en tout cas le souvenir que vous en aviez, répondait à cela. Exactement. C'était de la poésie pure. J'avais l'impression de comprendre quelque chose, d'être élevé, mais c'est peut-être une définition de l'art aussi. C'est-à-dire que ça vous élève, ça vous emmène quelque part qui vous appartient. Et ça n'est pas, on n'assène pas un discours, on vous demande pas de penser d'une certaine manière. Voilà, je me disais aujourd'hui, j'ai envie, en tout cas moi personnellement, de laisser le mystère de l'œuvre exister, plus que de l'utiliser pour vouloir dire des choses, asséner des choses. Voilà, je pense simplement de la faire entendre. De toute façon, la faire exister suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes allé faire un travail d'archéologue. Il a quand même fallu... ça veut dire quand même que les archives du conservatoire sont à peu près en ordre. Oui, elles sont en ordre. Mais alors, le truc qui était drôle, c'est que j'avais donc... je demande...
mais j'ai besoin des coupes, etc. Et ils disent, je peux peut-être trouver le lien. On a effectivement gardé le lien de la captation, mais comme ils étaient en remaniement, etc., je n'y avais pas accès. Et donc, je trouve finalement une VHS. Et je dis, mais je sais pas comment on lit une VHS. Et donc, je mets sur notre groupe WhatsApp de la troupe qui a un lecteur VHS. Et là, Julien Frison, qui vient d'avoir 30 ans, oui. mais qui en a en réalité 88, là, dans sa loge, en fait, et dans sa loge, un vieux magnétoscope et plein de VHS qui regardent régulièrement. Et alors, donc, on me dit, demande à Julien, etc. Et donc, j'ai pu aller faire le travail de coupe que j'avais besoin de faire. Voilà. Et alors, cet exercice, en fait, volontairement formel, parce que vous reprenez un exercice qui a déjà été fait, pensé par quelqu'un, et vous... Juste les coupes, hein. Mais il y a quand même parce que ça ne ressemble pas. Moi, alors, c'est ça ce qui est très joli, c'est que vous l'avez vu, ouais, je l'ai cette vu, pièce, avec la toute jeune Marina. Ouais. Alors, on était une comtesse par soir. Oui. Elle a quand même réussi à jouer les rôles. Mais ça ressemblait pas du tout. Vous voyez cette version-là, mais vous en avez le souvenir, bien sûr, bien sûr. Oui, je m'en souviens très bien. C'était quand même quelque chose d'assez inédit, parce que effectivement, au conservatoire, en général, quand on va assister à des travaux d'élèves, on assiste rarement à un spectacle de Klaus Michael Gruber, parce que c'était un spectacle en fait. C'était pas à proprement parler, effectivement, il n'y avait pas ce côté performance, chacun passe sa scène, les journées de juin, rien à voir. On ne voyait pas hyper bien non plus. Non, mais c'était complètement. Moi, j'avais une passion pour Gruber, et c'était merveilleux de les voir plonger là-dedans et se dire, mais c'est extraordinaire de vivre ça quand on a 20 ans. C'est une chance incroyable d'être directement confronté à un maître, à quelqu'un comme ça, et doublement parce qu'en plus avec l'acteur, avec Piccoli, du coup, il y avait quelque chose d'extrêmement émouvant, extrêmement bouleversant dans ça, de voir finalement cette rencontre et de se dire, là, eux, ils ont été mis directement en contact avec ce qu'il peut y avoir de plus absolu dans le théâtre, dans ce métier, là où et en ça l'exercice pédagogique était plus que génial, l'idée. Parce que voilà, on peut passer une scène où on est génial et avoir absolument rien compris au théâtre. Donc ce souvenir que vous en avez, parce que vous êtes sûr de ça? Je suis sûr. Oui, enfin à 22 ans, mais oui, à 22 ans. Tout compris au théâtre non plus. Non, moi je n'avais pas compris grand-chose, honnêtement. Oui. C'est juste qu'avec le temps, tu vois, il y a certains souvenirs. Ça a déposé quelque chose. Tu restes. Tu dis pourquoi je me rappelle de ça? Pourquoi ça a été si fort? J'avais pas les moyens de l'analyser à l'époque. Vous dites quand même que ce moment-là de votre formation, en fait, a été décisif pour la suite et a changé la vision que vous aviez de ce qui allait être votre métier. Donc c'est quand même si vous n'avez pas tout intégré, il y a des éléments très forts qui sont... Je me suis accrochée, parce que oui, c'était comme une sorte de... Je pense que ça me correspondait profondément, mais après, l'industrie du spectacle, c'est autre chose. Et c'est resté comme un arbre auquel je me suis accrochée pour ne jamais, et je l'ai perdu 1000 fois, perdre mon intégrité et le profond amour que j'ai pour cette quête qui pour moi est sans fin. Et c'est ce que j'ai retrouvé quand je suis revenue ici il y a 3 ans. C'est-à-dire que de la même manière que Klaus, il avait une comtesse différente par soir, quand on jouait pas la comtesse, je parle des filles, on jouait les pantins ou d'autres tout petits rôles, donc on faisait partie du spectacle. Et moi, j'ai redécouvert ici ce que c'était que de jouer ce qu'on appelle un petit rôle, un second rôle, où à l'extérieur, on va me dire « Ah bon, mais tu sais pas chier ». Et où j'ai redécouvert la saveur profonde, la passion profonde pour mon métier, justement de cette manière-là. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps la tête d'affiche, tout le temps grand rôle, tout le temps, je suis désolée, c'est pas...
c'est pas que ça l'objectif d'un acteur ou d'une actrice, ou vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai appris ça très tôt, je me suis accrochée, mais après voilà, il y a les pressions, il y a le fait qu'aujourd'hui par exemple, si vous faites un second rôle, alors qu'on a l'habitude de vous voir dans un premier rôle, les gens vont peut-être considérer ça comme un échec. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière? Ah bon, bah, oui, mais maintenant elle fait un peu des petits rôles et tout ça. Ici, c'est la force, c'est notre force. Vous vous rendez compte, c'est le contraire de comment c'est perçu à l'extérieur. Est-ce que vous avez l'un et l'autre des balises comme ça? C'est-à-dire des moments que vous convoquez? Clés. Bah oui, et qui vous rappellent un tout petit peu ça, en fait. Oui, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est difficile aussi, la comédie française, c'est ce que vous ne dites pas. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de travail. C'est des répétitions, c'est l'alternance. Après, plus on a de travail, plus on est content. Oui, souvent, oui. Et moins on en a, plus on se pose de questions. Mais en fait, on est tout le temps en attente de projets et de gens qui vont de textes, de gens qui vont poser des mots finalement sur des choses. Parce que j'ai envie de dire, d'une certaine manière, quand on vient au théâtre, au départ, en tant qu'artiste, on ne sait pas forcément pourquoi. En tant qu'artiste, ouais. Moi, j'ai l'impression parfois d'avoir découvert avec oui, on ne sait pas forcément pourquoi, non. Pas tout de suite, en tout cas. Pas à 20 ans, pas forcément. Ça dépend des gens, je pense. Ça dépend des. Il y a des rencontres qui, tout d'un coup, vous révèlent. Oui, au fur et à mesure. Et ces rencontres-là, c'est ça, les balises. Voilà, qui révèlent tout à coup. Il y a des metteurs en scène, des auteurs, des rôles qui en fait, tout à coup, vous révèlent et vous disent, mais voilà, mais en fait, voilà, c'est là, c'est là que j'ai envie d'être. C'est pour ça que j'ai besoin d'être là, en fait, et que je suis pas ailleurs et que j'arrive pas à être. Oui. Mais quelquefois on a envie d'aller ailleurs. Oui, on peut y penser par moments. Il y a des jours de première où on a tellement peur qu'on peut se dire j'aimerais bien travailler dans un bureau sauf que non, c'est pas vrai. On n'y arriverait pas, je crois. Enfin, si on était obligé de le faire, on y arriverait bien sûr. Mais disons que oui, il y a des balises comme ça. Moi, je sais qu'on en a vécu une ensemble avec Vassiliev. Je sais que ça a été un moment, par exemple, très important. Vassiliev était quelqu'un qui pouvait... Pour quelle pièce? Pour Amphitryon. Il y a eu un avant et après. Voilà. Moi, je sais que ça a été radical. Quelqu'un vous donne quelque chose que même que d'une certaine manière, vous ne savez même pas que vous attendez, en fait. Enfin, c'est surtout qu'il a, enfin, moi, ce qui me concerne, il a révélé des choses que j'avais fondamentalement, que je pressentais fondamentalement, mais que je n'exprimais pas, et que je n'arrivais pas à exprimer simplement parce qu'on me le demandait pas. C'était pas des choses actorales, c'était juste une conscience. Juste une conscience. C'est souvent la conscience, hein. C'est pas tellement au niveau du jeu, au niveau du. C'est pas la technique. On évolue, la technique, non. Je parlais pas de technique, mon Dieu. La technique, c'est quelque chose où il y a des gens qui l'ont de façon innée, il y a des gens qui l'acquièrent, et c'est pas une quête. C'est pas une quête, c'est pas une quête, on dit pas je vais. C'est quoi, c'est un biais? Je vais être acteur. Bah, c'est comme un musicien, on va pas se dire je vais faire du piano parce que j'adore la technique. Donc, parce que j'adore la musique, j'adore le piano. Donc la technique, elle vient toute seule. Tu es obligé de faire la technique pour jouer du piano. Tu n'es même pas obligé de faire la technique pour jouer du piano. Tu peux jouer du piano sans technique et puis t'amuser comme un petit fou et prendre un vrai plaisir et en donner. Donc la technique c'est un moyen, voilà. Mais c'est pas. Non, les jalons dont on parle, c'est des prises de conscience, c'est des prises de conscience successives qui petit à petit t'ouvrent de plus en plus pour tout d'un coup arriver peut-être un jour à avoir la vision pure de ce que c'est. De ce que c'est d'être un artiste, un acteur. Un acteur, tout, ce que c'est que oui. Du théâtre. C'est une vision, j'ai une vision un peu mystique de cette chose-là, mais c'est vrai que j'ai eu des prises de conscience comme ça, successives par des rôles, par des gens, par des témoignages. Ça reste, en fait. Ça reste, Et ça reste, et ça se construit, elles s'empilent.
elles s'empilent les unes sur les autres. Il n'y en a pas une qui renie l'autre. Ça ne fait qu'augmenter. C'est chaque fois augmenter. C'est comme... ça sédimente. Oui, ça sédimente. Et c'est pas du tout... on ne veut pas changer. On ne change pas. C'est pas comme la petite sirène qui dit « Oh, je veux devenir une humaine et donc je vais perdre ma voix. » C'est pas si facile pour elle, hein, attention. Non, c'est pas facile. Je suis d'accord, c'est pas facile. Le chemin est dur. Je sais pas pourquoi je parle de la petite sirène. Oui, c'est drôle. C'est parce que c'était la fête des pères. Mais oui, c'est ça. Et que vous avez travaillé le jour de la fête des pères. Vous voyez que c'est pas si facile de travailler à la Comédie Française. Ça sédimente et ça s'augmente. Et en s'augmentant, et plus ça s'augmente et plus ça s'allège. C'est curieusement. C'est rien de s'alourdir, tout s'allège, tout se... Comme dans la pièce. Comme dans la pièce. Comme dans la pièce, où finalement... Parce qu'on démarre on démarre pas léger du tout. Ah non, on est dans la glace, on est perdu, on ne sait pas où il nous emmène. On ne sait pas ce que c'est que cette vie-là, on ne sait pas si on est dans le réel. La première vision de Cotron, c'est une femme nue, les seins à l'air, saignant, ses cheveux roux qui comme une tache de sang, nue dans une charrette de foin. Enfin, c'est parce que c'est elle va à la guillotine, on ne sait pas. C'est quelque chose, c'est une image brutale. Très. Mais c'est vrai qu'avec l'outil théâtre à la table qu'on a, voilà, c'était chouette pour moi, mais je l'avais déjà fait dans les 6 personnages, mais ça n'a vraiment rien à voir, mais d'intégrer la présence de la régie. Vous êtes en régie d'ailleurs. Moi, je suis votre en personnage régie. est en régie. Ouais. Et donc on est dans un vrai faux permanent. Voilà, c'est ça. Et de voir, faire un on se souvient. peu le théâtre à la table dans le théâtre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est la mise en abîme la totale. mise en abîme de tout ça avec les outils qu'on a. Donc effectivement, la caméra, pour moi, c'est très différent d'une lecture en public. Et vous dites que c'est un film d'ailleurs. Oui, bah, ce que vous avez imaginé, c'est un film. La proximité de la caméra, puis on travaille quand même avec un réalisateur, avec Clément Gobert. La proximité de la caméra dont n'ont pas conscience les acteurs, c'est à moi de leur transmettre pour qu'il y ait quelque chose qui s'aime entre qu'il y ait de l'amour entre les deux. Pour moi, c'est pas une lecture de théâtre filmé, c'est vraiment les acteurs en train de lire et en train de faire vivre cette œuvre. Et après, comme dans la pièce, évidemment, Cotron fait des petits effets avec ce qu'il a. On a utilisé avec ce qu'on avait. On a changé 3 projos, on a fait un peu de fumée, voilà, on a fait vivre l'espace qu'on avait, qui était la salle Boutet, avec ce qu'il y avait dedans, la régie et puis les projecteurs. Et effectivement, pour eux, d'être très confiants que la caméra se rapprochait beaucoup d'eux et que c'était pas tant... bien sûr, le texte, on l'entend, on le comprend, il n'y a aucun problème, mais que c'était, moi, ce qui m'intéressait en tout cas, c'était de les voir eux, de percevoir leurs émotions, d'acteurs en travail, et que finalement, l'acteur en travail devient le personnage, et qu'il y ait ce petit passage qui soit visible à la caméra, quoi. Donc, c'était une atmosphère particulière, mais c'est bien les caméras, vous les sentez, vous les oubliez, oui, mais vous les oubliez ou pas? Non. Parce que c'est pas... on les oublie. On en a conscience, mais elles existent exactement comme des partenaires. Enfin, quand les partenaires sont là, ou là, on ne les oublie pas, ils sont là. Mais on en a conscience, mais là, en plus, il y a même des moments où on s'adressait directement, en fait, la caméra, où elle passe. À eux. Et... Non, mais en fait, il y a eu une espèce de mise comme ça en... Marina nous a demandé ça beaucoup, c'est-à-dire nous a mis dans une sorte de confiance de l'instant, du moment, voilà, et de... Qu'est-ce qu'elle vous dit pour que vous soyez confiant? Oh, Et confiance. C'était chercher, voilà. C'était beaucoup d'aller à l'intérieur. Il y a beaucoup été aller dans quelque chose de tranquille, aller dans quelque chose. Et de prendre du temps. De prendre le temps. De ne pas se stresser avec. L'aller-retour entre la pensée et la parole. Voilà. Et donc d'intégrer absolument tout ce qui pouvait. Oui, parce que c'est assez bas de pas
en fait, de pas se soucier ni de projection, ni de réflexe. ni de réflexe. C'est quoi les réflexes? Totalement. La réflexe acteur, on part parce qu'il y a une caméra. Alors voilà, et tout d'un coup la voix elle fait un peu ça. Voilà. Et d'être dans l'écoute en fait de ce qui se présente et du coup c'était extrêmement agréable parce que du coup c'était j'ai l'impression d'être en fait pas du tout stressé justement par ces caméras, mais en état d'ouverture totale les uns avec les autres et vraiment en grande écoute surtout. C'était très doux. Oui, c'était extrêmement doux. Ouais, c'est vrai. Alors que ça charrie des choses extrêmement fortes, en fait, et ça monte en puissance. Oui. C'est vrai que tout est très métaphorique. Hein. Ouais. C'est un vrai travail. On est assez perdu, il faut se laisser perdre. Mais c'est un vrai travail de troupe. Et c'est une pièce qui parle de ça, c'est-à-dire que et la pièce parle de ça, et notre travail parlait de ça, avec la bienveillance les uns vis-à-vis des autres qu'on a dans une troupe. Ouais. C'est-à-dire cette écoute-là, cette douceur-là et cette bienveillance-là sur le travail de l'autre et sur la parole de l'autre, c'est quelque chose que la troupe véhicule. Et c'est quelque chose que le travail de Marina a véhiculé parce que la pièce le véhicule aussi. Il y a une grande attention aux phrases des uns et des autres. Parfois en incompréhension, parfois en prise en distance, mais jamais ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. C'est toujours en intérêt et donc en réaction, mais en réaction parfois des réactions qui peuvent apparaître négatives, mais qui sont des réactions constructives de toute façon. Vous avez travaillé avec des académiciens et des académiciennes. C'était super. C'était génial. Et voilà, mais c'est intéressant de savoir comment vous mettez ça en œuvre aussi, parce qu'ils sont dans la troupe, ils sont dedans dehors, ils sont là pour quelques mois. J'imagine qu'ils n'ont pas une connaissance de Pirandello et peut-être de toutes ces problématiques-là qui est la vôtre. Oui, à part Marina, bien sûr. C'est vrai que faut les emmener dans cette confiance-là, en fait. Les 4 que j'ai choisis, en fait, c'était pas comment dire. C'est vraiment eux que j'ai choisis. Je les ai choisis comme des acteurs de la troupe. Ça faisait 3 spectacles que je faisais avec eux. Donc, je vais les citer, Yasmine Haller, Sanda Bourrenane, Vincent Breton et Olivier Debache. Ouais. Et donc, moi, j'ai toujours un œil qui traîne. C'est aussi mon goût, voilà, et qui peut-être maintenant débouche un peu plus sur une envie de raconter des choses. Je vois des choses, je vois beaucoup de choses. Et donc, je les ai observés, j'ai travaillé avec eux et tout ça. Et je me disais, j'aimerais bien... Parce qu'évidemment, les académiciens ici, alors si vous pouvez parler d'emploi du temps de la troupe, alors parlons des emplois du temps des académiciens. C'est un truc de fou parce qu'ils ont des cours le matin en plus et ils ont régulièrement des évaluations et ils sont dans tous les spectacles et toutes les lectures et tout, voilà. Donc, et ici, donc cette chose-là qui est totalement nécessaire, hein. C'est comme je disais, on parle des réflexes en rigolant, mais aussi c'est dans cette maison, on a besoin de ce nerf-là, on a besoin de ce muscle-là. Les salles sont pleines, il y a 3 salles, voilà. Donc je me disais, alors ça va être bien de faire descendre quelque chose chez eux aussi, c'est-à-dire de se sentir, de sentir qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes comme artistes, comme individus. Et d'en faire un petit peu l'expérience. Et moi, je mets les micros, je mets les caméras, je mets les lumières, mais qui sentent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et de cette chose-là peut naître, je trouve, beaucoup de fantaisie, beaucoup d'originalité, en fait. Parce que du coup, chaque individu est différent, donc chaque acteur devient différent. Et c'est c'est bien sûr, c'est une histoire de personnage, c'est une histoire de tout ça, mais c'est aussi l'histoire de la personne. Et je trouve que sur un exercice comme ça, avec la caméra aussi proche, c'était très beau de les voir. D'abord, il y a eu une inquiétude légère quand même au début, et puis d'avoir l'impression de pas comprendre, de pas savoir ce qu'ils jouaient, Puis au bout d'un moment, mais très rapidement en fait, ils se sont laissés faire, quoi. Puis ils se sont laissés faire par eux-mêmes, en fait. Moi, je mets les gens entre eux. C'est pas moi qui dis. C'est une histoire à un moment de communion. Et je vous dis, toutes ces idées-là
sont venues aussi de la période de confinement, de voir les acteurs se poser la question de tout ça. Et j'ai pris vraiment, Klaus, j'ai pris la partition. C'est-à-dire que, je dis ça parce que même il y a peut-être des gens qui étaient avec moi au conservatoire qui vont se dire, j'ai pas du tout fait la même chose. J'ai mis évidemment Thierry au piano parce que Thierry est un magnifique pianiste qui improvise beaucoup. J'ai fait avec nous, c'est-à-dire ici, salle quelques lumières, quelques fumées, le théâtre à la table avec quelques chaises et la troupe du français, quoi. Alors, il y a autant de formes de théâtre à la table que de directeur ou directrice artistique et que de distribution. Votre version à vous, elle est, vous le disiez, déjà dans une intention de mise en scène, de réalisation de films et de jeu pour vous. Vous êtes, on voit qu'il y a des passages entre la lecture et le jeu. Vous avez déjà fait un travail important, en fait, qui a commencé il y a 25 ans. Est-ce que vous avez envie, comme pour les personnages en quête d'auteur, d'emmener tout ça sur un plateau? Vous parlez des gens de la montagne, là? Devant un public? Je me suis pas posé la question. J'emmène déjà les 6 personnages en quête d'auteur. Ça en fait déjà 6. Enfin, en tout cas, j'ai déjà... Parce que là, en fait, c'est un travail qui est infusé. Ouais. Mais je suis pas metteuse en scène. Donc là, il y a, enfin, je sais pas, vos camarades le disent, il y a quand même puis j'ai vu Clément Gobert, en fait, juste avant que vous arriviez, qui dit, en fait, tout était tellement prêt qu'il y a eu un filage, il y a eu des modifications, un filage, et puis des petites modifications quand même de lumière, un peu, voilà, entre les deux, et puis, en fait, tout s'est envolé, tout est parti tellement justement. Il est prêt, ce spectacle. Non, mais c'est pas du tout la même chose devant un public, le plateau, tout ça, c'est pas... Mais disons que j'infuse depuis un certain temps, et je me dis, c'est la moindre des choses quand on n'a pas d'expérience de mise en scène. Au moins, je me dirais, voilà, j'aurais eu un long compagnonnage avec Pirandello, et puis surtout, j'aurais eu la chance, parce que c'est une chance d'avoir des acteurs aussi exceptionnels avec lesquels je commençais à balbutier la direction, et puis pouvoir comme ça, c'est d'une rencontre inouïe pour moi de ce qui me révèle à moi-même aussi comme peut-être un jour metteuse en scène. C'est grâce à eux parce qu'ils se prêtent au jeu. Aller trouver ailleurs des acteurs qui vont accepter de travailler pendant 5 jours avec moi, comme dans cette troupe que c'est possible, quoi. C'est hallucinant. Et donc c'est des moments très suspendus. Moi, c'est vrai que ça me rend très joyeuse. Et si ça se passe bien pour eux, c'est encore mieux, évidemment. Merci. C'était formidable. Écoutez, moi je l'ai vu, alors c'est formidable. C'est très très beau, effectivement. Non, mais c'est vrai, je disais, ce qui était merveilleux, c'était de sentir la confiance de Marina. Ça, ça fait toujours énormément de bien, en fait. D'avoir le sentiment que, quoi qu'on fasse, on est compris. Oui, et puis surtout avec une vraie vision. C'est pas le bon mot. Oui, mais une vraie. Enfin, ça change. Elle sentait formidablement de quoi elle nous parlait. Et en fait, elle nous parlait vraiment de nous et pas d'elle. Et c'est assez rare. Faut quand même le souligner. C'est assez rare qu'un metteur en scène ou un metteur en forme, en tous les cas, parle de nous et pas de lui ou d'elle. Parce que je vais vous parler de la pièce. Quand on dit je vais vous parler de la pièce, déjà je vais vous parler de moi qui ai de la pièce. Mais là, non, c'est vraiment, on a tous senti qu'elle nous parlait de nous. Et que ça partait de nous, et que c'était une envie de nous, et une envie de Pirandello en nous. Oui, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses sur la douceur, justement, et la bienveillance que ça crée les uns vis-à-vis des autres. Ça crée une espèce de synergie très, 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 très palpable. Enfin. C'est vraiment des fantômes de chair, comme disait la Baudin. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un accompagnement. Moi, je crois que tu as vraiment quelque chose à faire avec la direction d'acteur, ça c'est sûr. Je sais pas. On va avoir les premiers spectateurs. Le sentiment que tu nous connaissais tous très bien.
ça, c'est assez étonnant parce qu'au fond... Vous n'avez pas débriefé avant cette émission? Ben non. Ah, vous devriez aller boire un verre. Alors moi, je trouve qu'il faut laisser beaucoup de pudeur parce que, Oui. parce que avant de commencer le travail, parce que des fois, je sais pas comment dire. Enfin, moi, je travaille comme ça, mais en fait, c'est vrai que il y a énormément de choses que j'aime chez les interprètes, mais très profondément, et que j'aime chez ces interprètes-là, mais que les gens ne voient pas forcément. Parce que le théâtre, ça crée toujours une petite distance, et je me dis, si ça sert à quelque chose, ce rapprochement avec la caméra, c'est aussi pour que les gens voient ce que moi j'aime et ce que plein d'autres gens aiment de ces acteurs. Et je suis sûre que cette web télé, elle vit de ça aussi, c'est-à-dire elle vit de cette proximité à un moment donné avec ces interprètes. Et vraiment, voilà, ça fait 20 ans que je travaille maintenant, j'ai rencontré beaucoup de gens quand même, et des gens avec énormément de talent, ce que je trouve ici enfin voilà, les êtres que je rencontre me fascinent. C'est très sincère, et j'ai envie de les regarder, et je les regarde tout le temps, dans tous les spectacles que j'ai fait depuis que je suis là, et je vais continuer à en faire quelque chose, je veux dire, après, ça c'est sûr. Mais et cette pièce, elle était bien pour raconter ça. Est-ce que c'est un regard amoureux? Bienveillant en tout cas, ça c'est sûr. Moi, je suis... alors, je parlais de moi un peu, quand même, parce que maintenant, je commence un peu à parler de moi. C'est bon, ils ont donné leur autorisation. Je m'inquiète un peu par moment de la qu'on ait de moins en moins d'espaces sensibles, en fait, dans nos vies, dans notre société. Dans des espaces dans lesquels les gens, les artistes, aient le droit d'exister en tant qu'êtres sensibles. C'est-à-dire, je vois la grande productivité formidable du cinéma, du théâtre, etc. Je trouve que c'est de plus en plus musclé, c'est de plus en plus stratégique, c'est de plus en plus... démonstratif. Oui, ça peut l'être aussi, mais disons que c'est... Ça parle de ça J'ai aussi. peur Bien que sûr. l'industrie du spectacle, du cinéma aujourd'hui, mette de plus en plus de côté les artistes qui ont créé le cinéma, qui ont créé le théâtre, qui ont créé la musique, qui ont créé tout ça. C'est-à-dire que j'ai cette peur. Alors, je sais pas pourquoi. L'entertainment va tuer. Voilà. La part L'industrie ultra sensible met de la de création. plus en plus de côté, en les montrant du doigt, des gens qui sont plus marginaux, avec une pensée peut-être plus floue, ni droite, gauche, ou je sais pas, ailleurs. Que maintenant, tous ces gens qui ont un vivier comme ça, un peu inadapté peut-être à la société d'aujourd'hui, soient de plus en plus mis de côté. Alors, c'est étrange de se dire que je retrouve un terrain sensible à la Comédie Française, qui est quand même un lieu très exposé. Une institution. Une institution, mais c'est quand même là que je le trouve. Et ça, je peux pas l'expliquer, mais il y a quand même une éthique, je crois, liée à cet engagement qui fait il y a une protection quand même des artistes, quoi, des acteurs, Il y a une troupe. Et C'est la troupe qui protège la troupe? Oui. Oui. Je dirais que c'est quand même Fondamentalement, c'est la grande troupe qui force. protège la troupe. C'est ce qui fait que, voilà, oui, je crois qu'on se protège, oui. Enfin non, on ne se protège pas de Non, quoi que ce soit. mais entre Mais nous, on a cette... je pense qu'il y a... Gardez le cap parce que vous êtes ensemble. On a cette nécessité d'éthique entre nous. Ouais. Et en fait, c'est cette éthique qui est la protection. Mais c'est le fait que nous soyons tous très exigeants les uns avec les Alignés autres. par rapport à cela aussi. Au niveau de cette éthique qui fait qu'on se protège effectivement. Alors parfois on a la chance qu'un administrateur nous protège ou rentre dans cette sûr. même Absolument. éthique, mais il peut aussi arriver que l'administrateur ne rentre pas dans cette éthique-là, et du coup, mais nous, on garde notre éthique, on garde notre protection, et on fait très attention à ce que cette éthique perdure, justement. C'est très impressionnant quand moi j'ai travaillé dans l'intermittence la moitié de ma vie d'actrice. Et alors j'étais déjà venue, mais ça n'avait rien à voir, et je suis pas partie pour des raisons qui sont liées à ce qui se passait ici. Ça m'était parfaitement propre. Mais de revenir après avoir surtout être partie à l'aventure avec
et de m'apercevoir à quel point ce qui se passe ici est rare, et précieux, et respectueux, et de beaucoup de choses, des humains et tout ça, enfin, de tout ce qui fait la richesse de la créativité, en fait. C'est-à-dire, c'est ça. Mais toute l'œuvre de Pirandello, c'est ça, c'est cette peur que tout d'un coup la créativité, l'imaginaire n'ait plus lieu d'être, les différentes individualités n'aient plus lieu d'être, qu'on ne puisse plus, qu'il y ait quelque chose qui s'étouffe pour la productivité, pour plaire comme ça à des masses, parce qu'il en parle aussi de ce divertissement de masse. Et déjà dans les années 30, bon, période en Italie, tout à fait particulière. Exactement. Et donc, je pense que c'est une crainte que j'ai par moment par rapport à mes débuts et par rapport à maintenant. Je trouve que c'est dur de résister à cette je sais pas comment l'appeler. Tu vois, rouleau compresseur. Ouais, ce rouleau compresseur. Mais c'est de tout cela dont il est question dans cette pièce que vous choisissez de montrer, les géants de la montagne. Ouais. Ces géants. Ces fameux géants, c'est eux le rouleau compresseur. Alors on leur demandait une très grosse somme parce que plus ils ont de l'argent, je crois. Moi, je suis sûre qu'ils ont beaucoup d'argent. Plus on leur demande une grosse somme, plus ils nous prennent au sérieux. Plus ils vous respectent. C'est ce qu'il dit, Cotron. Oui, c'est ça. Les géants de la montagne. Luigi Pirandello, je regarde Arthur, je crois qu'on est bon. Les géants de la montagne, Luigi Pirandello. Direction artistique Marina Hans. Avec Marina Hans, Claude Mathieu, Thierry Ancis, Éric Genovès, Françoise Gillard, qui joue la comtesse, votre épouse. Il est formidable, l'académicien Yasmine Allaire, Sanda Bourrenade, Vincent Breton, Olivier Debache, diffusion le 26 juin. Tout de suite, je vous propose je regarde Arthur qui dit oui, de regarder les extraits, un montage de votre première séance de travail. Vous êtes là tous, très concentrés déjà, et voilà, il se dit des choses que vous avez dites ce soir, et puis il s'en dit d'autres, et surtout c'est très intéressant et toujours assez émouvant d'assister à cela. C'est le début de quelque chose, donc je vous encourage vivement à rester et à regarder cette séance de travail, et puis à venir voir les géants de la montagne le 26 juin. Bonne soirée, merci. Merci à tous les trois, merci à vous deux. Bonne soirée à vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Bonne semaine avec la Comédie Française. Bon alors, bonjour à tous. Non, je suis vraiment assez émue d'avoir retrouvé ce texte. La pièce est éditée, elle est montée régulièrement, mais moi je l'ai découverte quand j'avais 22 ans. J'étais en dernière année du conservatoire et en fait je voulais pas rentrer. J'étais en Angleterre pour ma deuxième année à la Lambda, que vous connaissez bien, et j'avais appelé Marcel Besonnet en lui disant voilà Marcel, je crois que je vais rester vivre en Angleterre et je vais pas revenir faire ma troisième année de conservatoire parce que je suis bien là, parce que ça se passe bien, parce que je sais pas. Et là il me dit ah d'accord, je comprends, mais alors Marina, il faut que je te dise en troisième année là vous allez travailler avec 2 metteurs en scène qui ont accepté de venir, Patrice Chéreau et Klaus Michael Gruber. Et alors je me dis bon, Gloops. Et il me dit écoute, je te dis ça comme ça, alors je sais pas avec lequel des deux, à la Marcel, très comme ça, très rond et accueillant. Je ne sais pas avec lequel des deux tu vas travailler, mais je pense que ce serait intéressant pour toi de rentrer et de vivre ça. Alors, je suis rentrée. Et en même temps, je suis rentrée en me disant, finalement, je connais quelques spectacles, mais Klaus, je n'en connaissais aucun. Et évidemment, je connaissais le travail de Patrice, mais je me suis retrouvée dans le groupe de Klaus. Et cette rencontre avec ce metteur en scène, voilà, dont on connaît un petit peu par les différents témoignages d'ailleurs, l'infini engagement qu'il avait pour son art et pour la poésie, est resté pour moi
peut-être la rencontre la plus importante quand j'étais si jeune, parce que j'avais l'impression de rencontrer un poète, ce qu'on appelle dans une sorte de fantasmagorie le poète. C'est-à-dire quelqu'un qui vit un peu à contre-temps, comme une sorte de témoin de son temps et qui tente de transmettre quelque chose de beau de l'humanité. Et évidemment, nous, on était là en se disant c'est les journées de juin, il y a des professionnels qui vont venir, il faut qu'on se montre, il faut qu'on soit, je sais pas, qu'on se mette sur le marché du travail, c'était un peu ça. Et puis tout d'un coup, on rencontrait quelqu'un qui nous disait, qui nous faisait comprendre ce que c'était que la vie d'artiste, en fait. Et c'était grâce à cette pièce-là qu'il a décidé de travailler avec nous, et aussi la présence de Michel Piccoli, qu'il a fait venir pour jouer Cotron le magicien, que va lire Thierry. Et donc on s'est retrouvés, tout d'un coup, toutes ces espèces d'ambitions du moment sont totalement parties, et on est rentré dans une exploration de cette pièce, de cet auteur, avec deux âmes incroyables, ils étaient tous les deux plus ou moins en fin de carrière, parce que Klaus est décédé pas très longtemps après, Michel il n'a pas fait énormément de choses après non plus, ils ont fait quelque chose bien sûr, mais je veux dire leur empreinte était déjà là, et ça nous a, en tout cas moi, ça m'a modifié complètement dans ma manière d'appréhender ce qu'allait devenir, ou pas, mais ce qu'allait devenir ma vie d'actrice, et ce que c'était que de regarder un texte, ce que c'était que d'imaginer un public. Et donc la pièce de Pirandello, qui était sa pièce inachevée, il est mort d'une pneumonie, donc qu'il a écrite se sachant plus ou moins condamné, est une pièce qui parle... c'était à cette époque-là, donc c'était dans les années 30, de la difficulté de maintenir la poésie en vie face à un monde moderne, face à un monde de plus en plus brutal, dans lequel cette sensibilité-là est en train de disparaître. Et on est en train de la tuer même chez les gens, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lavage de cerveau en cours, puisque on est en plein fascisme. Et on ne parle plus que de culture de masse. C'est le moment où on perd l'idée de l'individu, l'idée des possibles de l'humanité et du droit d'être de tous ces possibles. Et donc c'est quelque chose, là, je me suis dit, bon, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est intéressant de la relire aujourd'hui, à travers l'écriture de Pirandello, qui est quand même finalement assez simple, mais qui demande une certaine attention, une certaine écoute, un certain abandon. Et donc c'est cette petite troupe qui a vécu le pire des échecs avec leur dernière pièce. Donc on est dans une sensation un peu d'apocalypse de l'art, de cet art poétique justement. Il existe quelqu'un qui s'appelle Cotron, qui leur a été conseillé et qui peut-être va les aider à faire revivre cette pièce. Donc ils se retrouvent là-bas, dans cet endroit qu'on appelle la villa, on ne sait pas très bien ce que c'est, qui ressemble quand même à une sorte de refuge, enfin un endroit caché, dans lequel quelques personnes seraient présents encore, seraient vivants encore, et est en train de faire exister ce qui est la source de la créativité, donc l'humanité, les fantômes, les rêves, tout ce qui fait partie de notre inconscient, tout ce qui fait partie de la vie de chacun qu'on partage. Et donc voilà, et un dialogue va s'engager entre Cotron, qui a fait ce choix de s'isoler,
Et cette petite troupe qui est encore dans le feu des critiques qu'ils ont reçues, de l'échec absolu qu'a été cette pièce, du drame que l'écriture de cette pièce a fait vivre à la comtesse, au comte, puisque c'est un poète qui l'a écrite, qui était amoureux de la comtesse, ami du comte, et qui s'est suicidé. Et toutes ces choses qui font partie de la création, enfin, même qu'on connaît tous, elles vont avoir le droit d'exister à l'intérieur de cette ville-là. Donc c'est une sorte de d'île, ou de... Moi, je vais mettre en place une sensation un peu de bunker, enfin, une chose un peu comme si on était très... Enfin, on est là, hein, en souterrain, mais dans une sensation d'isolement du monde, qu'est-ce qui se passe autour. Et qui sont ces géants de la montagne, on ne le saura jamais. Certainement des gens très puissants, en tout cas. Ce qui n'est absolument pas le cas de cette troupe, ni de ce magicien, ni de ces... Ils les appellent les guignards, je ne sais pas trop ce que c'est qui les entoure. Parce que la maison s'appelle la Guigne, non? C'est ça? Oui, mais c'est d'où ça vient ce mot, ouais. Tu vois? Donc c'est quand même... Ouais, la Guigne, c'est vraiment... Tu crois que c'est ça? Ah bah avoir la guigne, ça va la poisse. Oui, c'est avoir la poisse. Ouais. Ah bah ça a du sens. Bah les poissards. Ouais, Les poissards. C'est ça. Ouais, c'est Guignard qui a T'as la la guigne. guigne, la chance, quoi. à toi, quoi. T'as la guigne, quoi. Oui, c'est ça, Guignard qui a la guigne. Donc il y a la poisse. Les exclus, quoi. Ouais. Les reclus, exclus. Qui porte la malchance. Ouais. Et c'est vrai que moi, alors en dehors du fait que j'ai été déterrée cette adaptation qui est inédite, enfin d'abord la traduction qui a été commandée par Klaus pour le conservatoire. Donc je ne pouvais pas savoir ce que ça a été de retrouver cette traduction, parce que toutes les traductions que j'avais, elles me semblaient tellement loin de mon souvenir. Donc c'est grâce au conservatoire que j'ai retrouvé le texte. Puis il a fallu retrouver une VHS pour y ajouter les coupes. Donc évidemment, il n'est pas question de refaire la mise en scène ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment qu'il y ait une trace de quel était le regard de Gruber sur quelque chose qui le touchait personnellement au moment où il a souhaité le monter, et aussi d'essayer de le transmettre à des jeunes aspirants, peut-être artistes, que vous le traversiez aussi, parce que je me dis que ça peut être intéressant de travailler de cette manière-là, ou en tout cas de réfléchir de la manière dont on va faire les choses, et de transmettre voilà, cette chance que j'ai eue de rencontrer ces Gruber et de rencontrer Piccoli à 22 ans, alors que je me souciais de porter un appareil dentaire pour redresser mes dents pour les photos. C'est vrai, hein. Et parce que c'est comme ça, on est mis dans un moule, et puis tout d'un coup on rencontre un artiste qui modifie tout d'un coup quelque chose, qui est beaucoup plus... d'appareil dentaire. Si. Ouais. C'est gentil. Mais non, Et moi, je t'ai vu. Ah bon? Avec ton appareil dentaire? Au conservatoire. Là, je l'ai fait après. Je l'ai vu, moi. Ah, tu l'as vu? Avec toi. Avec Je moi? l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu avec toi et je l'ai vu avec Yael. Oui, parce qu'en fait, Ouais, parce que le rôle de la comtesse était tenu par une élève différente chaque soir. Et les autres rôles étaient tenus par... Enfin, tu vois, il y avait un roulement sur le rôle de la comtesse. Ouais. Ouais, j'ai un très beau souvenir. C'était extrêmement émouvant. Il y a quelque chose, moi, qui me parle énormément par rapport à ce qu'on a vécu avec le confinement, avec la sensation que les portes du théâtre ne rouvriraient jamais, le fait que la culture à ce moment-là était, et de façon, comment dire, légitime, devait pousser comme ça ailleurs. Enfin, c'est comme vraiment des racines qui se remettent à pousser. C'est comme ça que la web télé a été créée, d'ailleurs. Mais il y avait... je me disais, c'est fou, cette question de Pirandello qui est assez permanente dans son théâtre quand il parle des artistes et des créateurs. C'était une difficulté
permanente d'exister. C'est-à-dire où c'est une bataille permanente d'exister alors même que les gens en ont besoin plus que tout, quoi. Et ça m'a frappée. Et donc, je suis revenue à Pirandello déjà il y a 2 ans avec les 6 personnages en théâtre à la table. Et puis, je reste très accrochée à cette écriture. Voilà. Et j'ai vraiment hâte qu'on commence à lire et très calmement, très doucement, cette pièce. Je suis trop contente.